Je pense qu'on va commencer. Je vais vous dire bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à ma session sur la partie automation avec un petit twist à l'intérieur. On va parler aussi un peu de bots et comment automatiser une partie de l'automatisation. Donc ça va être un peu différent de pas mal de talk tech que vous allez pouvoir voir. On va essayer de faire ça un peu the fun way. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Rémi. Ça fait quasiment 13 ans que je suis chez OVH et c'est avec plaisir que je vais vous faire cette session. La grande question de pourquoi cette session? Déjà, pourquoi? Pourquoi on va parler de tout ça? Je pense que vous devez soit le vivre au quotidien, soit avoir vu pas mal de sessions qui tournent autour de ça. On parle beaucoup d'automatisation. Ça aurait quand même été dommage de ne pas en parler. Et puis, j'ai eu des discussions avec des collègues et des amis sur comment se faciliter la vie quand on n'a pas forcément tout l'équipement ou tout ce qu'on peut avoir dans le milieu professionnel pour gérer une partie de son infrastructure, quand on a quelques machines et qu'on souhaite mais vraiment se faciliter la vie, ou quand on souhaite déléguer une partie de gestion d'infra à certains de ses collègues, ou quand on est dans un groupe où on doit gérer une infrastructure. Parfois se pose la question de, une fois qu'on a les clés de l'automation, on peut littéralement tout casser. Vous l'avez peut-être déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Les puppets et les ipétables ou ce genre de choses, on peut très facilement se coincer le doigt dans l'engrenage et faire une boulette. Quand on l'a fait soi, on assume. Mais quand c'est quelqu'un d'autre à qui on a donné les clés qui, lui, fait une boulette, on s'en veut parce qu'on lui a donné les clés et lui a peut-être pas forcément compris pourquoi ça s'est planté. Donc c'est aussi intéressant de se poser la question comment on peut essayer de déléguer une partie de ses actions à travers des outils plus simples, tout du moins plus simplifiés. Alors on pourrait juste faire un wrapper, on pourrait donner un clic-bouton dans une interface web, ça serait largement faisable et ça existe déjà. Mais cette question-là vient vraiment d'un sujet que j'avais avec un de mes collègues sur comment automatiser ça, parce qu'on est amené à faire des démos dans des écoles, etc. Donc on a 30 infras à faire popper le matin avant le cours, les détruire 3 heures plus tard et faire ça plusieurs fois. Donc on s'est demandé comment on pouvait automatiser ça et se passer la main, être plusieurs maîtres des clés finalement. Et c'est comme ça que l'idée de ce sujet est venue, et on s'est aussi posé la question sur la partie automation. J'avais regardé un petit peu, parce que ça fait quelques années qu'on commence à voir pas mal de talks là-dessus, et de regarder un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire de sympa. Alors l'automation, c'est pas neuf, c'est trendy, mais c'est pas neuf. Alors là, le graphe que vous voyez, c'est un graphe de Popcorn de chez Debian. Donc ça vous donne la popularité de certains paquets et leur nombre d'installations à travers le temps. La dernière fois que j'ai fait cette conf, ou tout du moins un sujet sensible sur l'automation le plus longtemps, c'était en 2015. Donc moi, j'avais la partie avant sur la courbe. Et Puppet était au sommet de sa gloire et Ansible était quasiment inconnu. Donc on voit qu'il y a aussi énormément d'évolutions dans ce qui existe. Certains sont stables, d'autres décroissent légèrement, et certains ont connu un âge d'or et sont un peu en train de reculer. Des contenders arrivent, donc c'est aussi intéressant de se poser la question sur quoi on va baser son automation, que ce soit sur des petits projets ou même professionnellement. Ce qu'on peut choisir actuellement ne sera pas forcément le vainqueur dans 5 ans ou le plus pratique à utiliser. Donc ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je peux mettre une petite surcouche par-dessus pour une partie de mes utilisateurs, pour finalement ne pas leur montrer que je vais faire de l'Ansible ou que je vais avoir du Terraform en dessous, et ça ne changera rien pour mon utilisateur admin final, ce qu'il va utiliser. Bon, clairement, ce qui ressort de ce slide-là, si vous le regardez, c'est que Ansible actuellement tire très bien son épingle du jeu. Terraform n'est pas sur ce graphe, puisqu'il n'est pas téléchargeable comme un paquet directement depuis la distribution, donc il n'y a pas les stats, mais grosso modo, c'est à peu près 100 millions de téléchargements. Ce qui reste un très bon indicateur quand même de son utilisation sur le marché. C'était pour faire un petit peu un petit topo là-dessus, et sur comment ça peut être utilisé à travers la partie collaborative. Parce qu'en fait, là, ce sur quoi je vais essayer d'amener la discussion, l'échange et la démo qui va venir, c'est la partie collaborative. Être tout seul à manipuler l'outil, ce n'est pas forcément un problème en soi. Il y a énormément de choses qui existent, on peut faire beaucoup de choses.
Donc, ce que je vais essayer de montrer à travers la démo qui va venir, c'est les besoins finalement, ce qu'il y avait un peu dans mon cahier des charges. Ça va être de pouvoir partager un outil dans lequel on va pouvoir faire simplement des actions. Et donc, je le disais en parlant des différents outils d'automation qu'il y a derrière, que ce soit assez agnostique, que je puisse finalement faire de l'Ansible ou du Salt en dessous et que ça ne change rien pour mon utilisateur. Et aussi être capable de faire du cross-team. C'est-à-dire, on peut parfois avoir besoin de donner des droits à certains collègues ou à des gens dans notre groupe qui vont avoir besoin de regarder où on en est dans le billing, ou alors qui veulent avoir uniquement une vision de stats, combien on a de machines, combien on a de volume de stockage, aller chercher ce type d'informations, mais qui n'ont pas forcément besoin de faire de l'opérationnel, ou qui vont avoir besoin de regarder combien on a de machines up, etc. Donc on peut envisager d'avoir certains types de droits et se baser aussi sur une notion d'authentification qu'on va pouvoir aller chercher dans des API avec des tokens sur lesquels on va travailler avec du read-only, du read-write, pour être capable d'influencer les droits qu'on va donner justement à ces différentes personnes. Donc c'est ça qui peut être intéressant et qu'on va essayer de creuser un petit peu. Bon, et puis évidemment, on va essayer d'être un peu disruptif, d'aller chercher des idées un petit peu différentes. Donc quand j'étais arrivé là dans ma réflexion, c'était qu'est-ce que je vais choisir comme outil? Parce que le but est de trouver quelque chose dans lequel on va pouvoir essayer d'interagir avec les personnes et de leur donner des droits à l'intérieur avec un bot, puisque c'est quand même dans le titre de la conf. Recentrons le débat sur les bots. Alors, tout ce que je présente ici comme messagerie instantanée offre la possibilité plus ou moins native d'avoir des bots. Discord, c'est fait pour. On peut faire la même chose avec Slack, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez d'un point de vue corporate Microsoft Teams ou WebEx, côté Cisco, vous en avez peut-être déjà vu déployer dans votre entreprise. Nous, on en a. Ce n'est pas forcément ni le plus simple, ni le plus pratique, mais le projet tel qu'il est là et que je vous montrerai après serait faisable en utilisant ce type d'outil pro. Il faudrait juste changer de langage. Et puis après, il y a vraiment la partie notion messagerie instantanée pure qu'on peut avoir avec Signal, WhatsApp ou Telegram. Ça serait faisable de la même façon, ça changerait juste la partie UI. On va dire la façon dont on peut envoyer le message et interagir avec le bot changerait énormément, puisque on le verra dans la démo, la partie avec Discord, on a la possibilité de faire popper un modal, d'avoir des selects, d'avoir des buttons dans lesquels les utilisateurs vont pouvoir cliquer et faire des actions à l'intérieur pour pouvoir simuler un minimum d'interface. Ce qu'on a plus difficilement à travers un client de messagerie classique, mais ça serait faisable de la même façon. Il y a un signal clic qui existe. Pour WhatsApp, c'est un peu plus particulier. Il y a quelques frameworks qui existent, qui sont disponibles, mais une partie de leur code base, je pense, est issue de reverse engineering. Donc c'est à utiliser avec moult précautions. Et Telegram est prévu aussi pour accueillir des bots. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc dans mon projet, j'ai choisi de partir avec Discord parce que c'est ce qui me semblait le plus pratique et regrouper le plus de besoins que j'avais dans mon cahier des charges. Alors on va être sur une plateforme en temps réel. L'avantage était aussi de pouvoir gérer nativement des rôles. Ça correspondait avec cette partie-là de mon cahier des charges, d'affecter des rôles à des utilisateurs, que ce soit des collègues ou des membres d'un groupe de gestion d'infrastructure. Et aussi une gestion par canaux qui pourrait très bien symboliser des projets, etc. Et donc d'avoir une vue beaucoup plus fine et qui puisse, admettons, être multi-provider, ça ne poserait pas forcément de problème en soi. À peu près tout le monde, je pense, connaît Discord. Ça n'est plus un nouveau dans le monde. Et puis, il y a déjà une interopérabilité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui, sur des side projects, peuvent utiliser Discord pour avoir un hook GitHub dès qu'il va y avoir un push, un commit, une PR qui arrive, etc. On peut aussi avoir la même chose avec Trello pour des dashboards de project management. Il y a énormément de choses qui sont intégrées et qui peuvent aussi faciliter la vie sur d'autres parties de gestion du projet qui ne soit pas purement la modification de l'infrastructure. Et surtout, l'API, puisque c'est ça qu'on va piloter. Si ça peut être simple à maîtriser, tant mieux. Il y a des frameworks et des wrappers dans à peu près tous les langages possibles imaginables. Donc là, j'ai mis des logos pour les plus gros. Que ce soit en JS avec Discord.js, il y a la même chose pour Go, Java, il y a plusieurs frameworks qui sont disponibles, etc.
Moi, j'ai choisi de partir sur du Python avec PyCord, mais on pourrait faire exactement la même chose en C# ou d'autres langages. Donc là, ici, le but était de trouver un peu le langage qui va être le plus pratique pour pouvoir développer ça dans son coin. Et là, on arrive au moment où je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Parce que là, c'est bien de montrer quelques slides, de vous expliquer à quoi ça sert. Et donc, je vais vous montrer comment on peut manipuler justement ce type d'infrastructure. Donc là, je vais changer d'écran. J'espère que ça se voit sur la partie du partage. Si ça ne se voit pas, c'est embêtant. Ça ne se voit pas. Est-ce qu'à la régie, quelqu'un peut me confirmer que mon partage d'écran se voit? C'est-à-dire que quand je fais Alt-Tab, on voit mon navigateur. Non. On va faire autrement. On va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Petite pensée pour Monsieur Bonaldi, que les plus sages d'entre nous connaissent. Et on va faire comme ça. Voilà, problème résolu. Donc ici, on est dans mon navigateur, on est dans mon channel Discord. Donc vous pouvez voir ma modeste personne ici et mon petit copain le bot qui est là. Donc l'intérêt ici, ça va être de pouvoir s'interfacer directement. Là ici, ce que j'ai fait, c'est que les capacités du bot vont être de s'interfacer avec l'API OVH et de s'interfacer avec des playbooks Ansible. Donc c'est ce que je vais vous montrer à travers la démonstration. On aurait très bien pu faire la même chose avec du Terraform derrière ou d'aller taper dans différentes API, que ce soit pour récupérer de l'information dans un vCenter si on a un hosted private cloud, d'aller faire de l'OpenStack nativement, etc. J'ai essayé quand même de rester relativement court sur ce que je peux vous montrer. Donc ici, vous voyez ce qu'on appelle sur Discord, si jamais vous n'êtes pas familier, on appelle ça des /commands. Donc vous avez tout ce qui est rajouté par le bot dans la partie structure. Et donc on va pouvoir ici juste faire un petit chat de settings pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, le bot réfléchit, il me dit que mes credentials ont bien été setup dans mon infra. Et puis, je suis correctement authentifié à travers l'API OVH. Ici, vous voyez, mon nick s'affiche. Si on souhaite avoir un peu plus d'informations, on va dire, ben voilà, on va donner des droits à un collègue qui va faire partie de l'équipe de billing parce qu'on veut être en capacité de vérifier est-ce qu'on a un impayé, un bon de commande qui est en train de tourner, etc. Ben, on va être tenté de participer ici sur cette commande ici, billing, qui va aller regarder un peu tous les bons de commande qui sont passés, est-ce que certains en sont passés en payé, d'autres sont en unpaid, etc. et de s'interfacer avec la facturation OVH. Pour faire ça, j'ai parlé de gestion de rôle et de droits tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, je me positionne sur des droits directement à l'intérieur de Discord, qui sont totalement variabilisables à travers le code. Et si j'ai le droit accounting ici, je vais pouvoir aller chercher la notion de billing et faire une requête, admettons. Dis-moi ici, est-ce que j'ai un unpaid à moins de 60 jours? Normalement, j'en ai pas. Je suis réglo avec la facture. Voilà, là, ici, j'en ai pas. La totalité des menus déroulants que vous voyez est générée dynamiquement. Donc là, ici, c'est statique parce que c'est juste une partie de temps. Mais je pourrais très bien, ici, être amené à faire des requêtes. Ben voilà, j'ai un collègue qui souhaite aller regarder, avoir des informations sur les projets que je peux avoir côté public cloud. Combien on en a? Ou est-ce que le dernier projet il a bien été mis à jour? Ou est-ce qu'il a été créé pour le dernier client? On peut t'amener ici à faire une liste pour vérifier combien on a de projets. Je suis juste billing, je n'ai pas le droit qui correspond. Donc on va pouvoir aller le chercher ici et à se le rajouter. Alors je vais tous me les rajouter tant que j'y suis. Donc pour vous donner l'information, quand je suis tech, je peux faire des opérations sur l'infrastructure en read-only. Et quand je me suis mis en tech lead, je vais pouvoir faire du read-write et aller faire du delete ou du create. Donc ici l'intérêt, c'est que je vais pouvoir relancer ma commande et aller regarder est-ce que j'ai mes projets. On va faire un petit liste tranquillement. Je vais récupérer voilà, ma liste de projets. Donc, à travers les différentes fonctions que je vais voir, l'output à chaque fois n'est jamais le même pour montrer différentes fonctionnalités de view, d'embedded, donc qui est la petite frame embarquée avec la colonne verte sur le côté.
ou d'éléments intégrés à l'intérieur. Donc j'ai essayé de les changer à chaque fois pour montrer des choses différentes. Donc voilà, ici on peut aller regarder ces projets. Est-ce que j'ai des vouchers qui sont en cours? Est-ce que j'ai des utilisateurs à l'intérieur? On peut les lister. Donc ici je vais aller chercher mon project ID. On va le lister dynamiquement. Donc là ça fait un call à l'API pour aller chercher les ID des projects et pour aller faire ces informations, pour pouvoir aller faire sa requête. Donc là ça va me dire bon, voilà, j'ai un user que j'utilise pour mes labs. C'est parfait. Donc là ici c'est juste du requêtage si jamais on souhaite déléguer une partie de ce besoin à un de ses collègues. On peut aussi avoir le besoin de création ou de suppression de ressources. Donc ici, on va aller chercher exactement la même chose dans la partie instance. Donc je vais juste faire on va faire un petit list avant de faire un delete quand même. On va faire un list. Et puis on va aller chercher le project ID qui va bien et ça va me donner la liste des instances qui se trouvent à l'intérieur. Normalement, il va y en avoir une. C'est parfait. Et si cette instance, je souhaite vérifier qu'elle correspond à mon cahier des charges et qu'elle est bien passée par ma moulinette Ansible. Là, on commence à se dire, il va sortir un CLI quelque part et il va aller le faire à travers comme ça. Vous l'avez sûrement vu tout en haut, il y a une commande Ansible qui existe, qui est rajoutée à l'intérieur et qui va interagir avec le client Ansible directement dans le bot pour effectuer les actions. Donc là, on va juste faire une action de vérification sur le host. Donc on va juste vérifier, est-ce qu'il se trouve bien dans mon fichier host d'Ansible et est-ce que ça se passe bien. Alors on va faire l'équivalent d'une commande en --graph pour Ansible pour avoir un truc un peu sympa. Donc j'ai bien un groupe nodes dans lequel je vais avoir cette machine-là et puis on va vérifier que ça ping bien, qu'elle est bien enregistrée. Donc là ici je vais récupérer le retour directement. Alors il y a quelque chose à savoir, c'est que là je ne l'ai pas fait puisqu'on est en mode POC pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'on peut faire avec ça. Mais il existe directement un module en Python qui permet de faire une abstraction au-dessus d'Ansible qui s'appelle Ansible Runner et de récupérer nativement en Python des objets qui correspondent à l'output d'Ansible. Donc d'être capable de le manipuler, non pas ici comme un bloc de texte, mais comme un vrai objet, admettons d'aller chercher uniquement le statut, l'IP, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc là, on voit ici, je suis en success, je peux pinguer, et je vais vérifier que mon playbook a bien été déployé sur cette machine-là. Donc ici, on va juste faire un petit show pour regarder un petit peu les playbooks que j'ai mis sur ma machine. Là, j'en ai juste un d'exemple, donc ça va me le proposer ici dans la liste. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un playbook extrêmement simple. Je check juste en fonction de la distribution que le paquet Ansible est installé. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Et l'intérêt ici, ça va être de vérifier que ce playbook il peut être run sur mes hosts. Donc là, il tourne en host égale all. Donc il n'y a aucun souci, ça tournera bien sur le host que je possède. Donc voilà, si jamais on rencontre une erreur avec Ansible, on la catch directement et on la récupère comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut quand même faire un debug quand on est en train de le déployer. Ici, c'est volontaire que ça ne marche pas, puisque le host n'est pas reconnu. Donc la possibilité de faire ça, elle est intéressante. Bon là, tout est statique, il n'y a pas eu de déploiement dynamique. Mais on peut aussi aller chercher à travers un rôle un peu plus élevé en termes de permission, d'aller modifier l'infrastructure, puisque c'est ça aussi qu'on veut, être capable de scale et de se dire, moi je veux créer des nouvelles instances, je veux rajouter de la ressource dans mon infra. On est là pour faire de l'automation. C'est une partie du job, c'est de vérifier que la plateforme est dans l'état tel qu'on le souhaitait, mais c'est aussi de la faire vivre, donc de faire un scale up, d'être en capacité de faire un scale down. C'est là où ça va être intéressant. Donc ici, on va vouloir faire un create, on choisit son projet, on va évidemment choisir une SSH key pour pouvoir s'y connecter, et puis on va demander au bot de nous créer tout ça. Donc là ici, il est gentil de nous faire arriver une view, donc ce qui est relativement sympa pour des users alors je ne vais pas dire low-tech, parce qu'il faut quand même un minimum de compréhension pour voir ce qu'on fait ici à travers le bot, mais on a la possibilité quand même de rendre un petit rendu assez sympa sur le choix. Voilà, je vais être sur Gras 9, je vais prendre une petite discovery
et on va partir sur une Debian, et puis on va lancer ça. Donc ici, on pourrait être amené à rajouter énormément de paramètres pour le personnaliser. Le nom, par exemple, est-ce qu'on veut rattacher des IP supplémentaires? Est-ce qu'on veut la mettre en full private only parce que derrière, on va la mettre derrière la gateway, etc. On pourrait rajouter ça à travers la liste de paramètres, mais on pourrait aussi se dire, sur des types de déploiements complexes comme ça, c'est du Terraform qu'il faut faire. Et envisager la création de la même façon d'un / Terraform qui puisse faire le job. Parce que là, ici, la partie instance creation, je considère que c'est quelque chose qui doit rester de l'unitaire et de la dépanne. On va démarrer une machine supplémentaire parce qu'on en a besoin pour faire un test et qu'elle sera, comment dire ça, elle va être volatile. On va la détruire demain, après-demain, elle ne survivra pas plus longtemps que la semaine. Ce n'est pas une machine qui intégrera un pool de production. On pourrait, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ici l'instance est en train de démarrer, ça me permet de récupérer son instance ID et de pouvoir la récupérer et d'avoir un petit peu plus d'informations sur elle. Si jamais je souhaite la delete, on va pouvoir faire de la même façon. Et si jamais je souhaite avoir par exemple récupéré son IP pour pouvoir la rajouter dans mon fichier host Ansible, c'est une possibilité. Moi je vais faire une action de show pour récupérer son IP. Le rajouter dans le fichier host dynamiquement à travers le bot, ou je peux utiliser des inventaires Ansible qui vont directement aller se connecter à l'API OVH Cloud pour récupérer l'inventaire dynamiquement. Donc c'est aussi certains avantages qui sont là à essayer de se dire comment je peux faire pour automatiser un maximum d'actions, pour faire le moins de choses possibles humainement en se projetant dans la délégation de rôles et la délégation de capacités à d'autres gens. Une fois que cette machine est créée, bon voilà, on peut l'intégrer dans son Ansible, la faire tourner, et on peut être capable de la supprimer derrière. Donc l'intérêt ici, on va faire un petit list pour vérifier que tout s'est bien passé. Et puis on va regarder un petit peu, on va faire un petit show pour vérifier que ça s'est bien passé, que ma clé se trouve à l'intérieur. Mais normalement, tout devrait s'être bien passé. Et donc, comme vous le voyez, il y a également des commandes qui sont là pour la partie private cloud, où vous voyez les VM, les hosts, les filers, etc. On peut exactement faire ça de la même façon, rajouter dynamiquement ces data stores, ces hosts dans un hosted private cloud de la même façon. L'intérêt là est de pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire un moyen différent de se projeter et de déployer une partie de son infrastructure. Donc là, ici, je vais aller chercher mon instance ID. Donc on voit dans le petit pop-up qui était ici, donc c'est D9 quelque chose, donc c'est celle-ci. Et je n'ai pas besoin de la SSH key ID. On va aller chercher son show. Donc voilà, là ici, l'intérêt, c'est que je peux récupérer nativement directement tout le bloc qui m'est renvoyé, donc de vérifier que voilà, ma clé ici, c'est bien ma clé publique qui a été poussée à l'intérieur, c'est bien une Debian, elle est bien sur Gras 9, tout s'est bien passé. Et si on voulait, on pourrait la rajouter dans Ansible en faisant un petit Ansible host. On va faire un petit assign. Je vais aller un petit peu vite avec le retour sur l'écran. Faire un assign. Je vais le rajouter dans la section nodes. Et je vais lui mettre son IP que je vais aller chercher ici. Alors évidemment, cette action là que je suis en train de faire manuellement, elle peut être totalement automatisée, que ce soit en travaillant avec les inventaires natifs Ansible qui vont se coupler avec l'API OpenStack, ou le faire en arrière-boutique dans le code. Il n'y a absolument aucune nécessité de faire ce step-ci. Là, il est là pour le, entre guillemets, pour le plaisir de la démo, mais on pourrait très bien se passer de ce step. Donc là, voilà, on va regarder un petit peu, il l'a bien intégré dans mon fichier, et je vais pouvoir faire exactement de la même façon. Redéployer mon playbook Ansible, vérifier que le truc est bien installé. Voilà, donc là, on commence à créer son infra. On aurait très bien pu faire du discovery si l'infra existait avant, pour aller plus loin. Donc, c'est ce que je souhaitais vous montrer un petit peu à travers ce qui était possible de faire de l'automation à travers un bot Discord. Alors évidemment, il y a quelques limitations qui sont ici plus liées à ce qu'on peut faire avec Discord plus qu'à travers autre chose, notamment en termes de ce qu'il est possible d'afficher et ce qu'on est capable de rendre. Alors ça serait encore plus valable si on était parti sur un autre logiciel de messagerie, puisque les champs de réponse sont encore plus petits. Discord est un de ceux qui vont permettre d'envoyer le body le plus grand avec le plus d'informations,
Doutez bien que si on était dans un chat Telegram, envoyer le JSON ou le YAML que j'ai mis précédemment, qui doit faire 250 lignes, c'est illisible. Donc dans certains cas, en fonction du moyen qu'on choisit de communication, on va être amené à plus ou moins filtrer. Donc la taille des champs ici est relativement assez limitante, donc ça peut emmener à certaines vérifications de taille de ce que vous allez pousser à l'utilisateur final. Certains champs ne peuvent pas être malheureusement dynamiques à travers l'API de Discord. Il n'y en a qu'un actuellement qui ne peut pas être dynamique. C'est celui que vous voyez dans lequel je choisissais le data center. Est-ce que je voulais un Discovery ou une Debian? Ces champs-là ne peuvent pas être dynamiques. On est obligé de les construire soit à l'initialisation du projet, ou tout du moins de les charger à travers un JSON ou un YAML dans le bot. Mais on ne peut pas les faire dynamiquement à partir d'autres informations qu'on pourrait collecter avec l'utilisateur. Et puis un dernier point qui peut être à considérer, bon là, au vu de l'état de mon projet, j'en suis pas encore là, mais il y a un rate limite de 10 000 requêtes toutes les 10 minutes sur l'API de Discord. Donc j'en suis encore loin en termes de consommation, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on travaille avec des API, c'est qu'il peut y avoir un rate limiting quelque part. Donc c'est à peu près tout pour ce que je souhaitais vous montrer. Si jamais vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Alors évidemment, il y a quelque chose que je n'ai pas dit pour commencer, je le gardais pour la fin. Le code, je vais continuer à bosser dessus pour que ce soit au top. Il sera disponible sur GitHub si vous souhaitez. Et puis je suis preneur de retour, ou si vous avez des besoins, si vous avez une petite communauté dans laquelle vous gérez quelques machines et ça peut vous intéresser, moi je suis preneur d'avoir un petit peu de feedback. Voilà. En tout cas, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut parler API, Discord, automation, bot, un petit peu de tout. Je suis preneur. Si vous êtes là, n'hésitez pas à lever le doigt. J'ai un de mes collègues qui se fera un plaisir de vous amener un micro pour qu'on puisse échanger. Autant de gens et que des timides. Merci beaucoup. T'as une question? Pour de vrai? Vas-y. T'as un mic ou pas? Sinon, je répète la question si tu veux. Vas-y, dis-moi. En termes de sécu, est-ce que les gens de Discord peuvent manipuler mon infra? Est-ce qu'ils peuvent manipuler mon infra directement? Chaque call va faire appel. Alors là, le code qui est là, il tourne dans un conteneur dans lequel toutes les variables, les tokens, etc. sont chargés à l'intérieur. Effectivement, si quelqu'un prend le contrôle de mon bot, dans le sens arrive sur un canal dans lequel il n'est pas autorisé, ou quelqu'un de Discord, littéralement, enfin je veux dire un employé, est capable de s'interfacer avec le bot, oui, il pourrait être en capacité de manipuler en termes de capacité de manipuler le code. C'est aussi quelque chose à prendre en compte lors de déploiement de ce type d'outils. Et ça serait valable de la même façon si vous utilisez des outils de pilotage d'infra qui peuvent être en SaaS. C'est une question à vous poser à un moment ou à un autre sur effectivement la capacité de récupération de vos credentials par la plateforme sur laquelle vous utilisez vos outils. C'est une vraie bonne question et c'est un point qui méritait d'être adressé effectivement. Si quelqu'un prend le contrôle du bot, il peut prendre le contrôle de l'infrastructure. Peu importe les rôles qu'on lui affecte, hein, ça ne changera rien. C'est un bon point. Est-ce que ça éveille votre curiosité sur d'autres questions? Bon, et bien en tout cas, je vous remercie d'être venu à ma session. J'espère que ça vous a donné quelques idées, que vous ne verrez plus Discord uniquement comme un canal de discussion entre gamers, mais comme quelque chose qui peut être un outil. Et puis, n'oubliez pas, automation. Bonne journée à vous!